Au cœur de la liberté, vidéo numéro 25. Alors, le capitalisme. Rien que le mot, ça enflamme les débats, n'est-ce pas? Mais, et si on nous l'avait mal raconté? Et si sa véritable nature était en fait beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus universelle qu'on ne l'imagine? C'est justement cette perspective, assez surprenante, qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec une idée qui bouscule un peu tout, tirée de notre source. L'idée, c'est que chaque être humain est, par nature, un capitaliste. Oui, vous avez bien entendu. C'est une affirmation qui va un peu à l'encontre de l'image classique du financier de Wall Street, on est d'accord. Alors voyons ce qui se cache vraiment derrière ça. Pour bien saisir cette idée, il faut revenir aux bases, vraiment aux fondations de l'action humaine, dans les situations les plus simples possibles. Le point commun entre tous ces gens, c'est que le capitalisme, vu comme ça, ce n'est pas d'abord une histoire de finance, mais une démarche profondément humaine. C'est simplement l'acte de mettre de côté une ressource, que ce soit du temps, un outil ou de l'argent, de ne pas la consommer tout de suite pour pouvoir l'investir. Dans quel but? Améliorer sa situation future. Du coup, cette perspective nous force à poser une définition très précise du mot, une définition qui se veut économique et non pas politique. Voilà, on est au cœur du réacteur. Le capitalisme, dans cette optique, ça commence toujours par un renoncement, une épargne. On choisit de ne pas tout consommer maintenant pour pouvoir mettre de côté. Et cette épargne, elle devient quoi? Elle devient le capital qui va permettre de lancer un projet qui vise à créer plus de valeur qu'au départ. Et cette différence, elle est absolument cruciale. D'un côté, on a la description d'un mécanisme presque naturel qui fait partie de l'action humaine depuis toujours. De l'autre, on a la critique d'un système politique et historique bien particulier. La source insiste vraiment là-dessus. Ici, on parle d'un processus économique, pas d'une idéologie. D'accord, donc si le capitalisme est ce mécanisme, l'entrepreneur c'est celui qui est aux commandes. Mais comment il navigue? Comment il sait dans quelle direction aller, où investir? Quelle est sa boussole? Cette fameuse boussole, ce sont les prix. Loin d'être juste des chiffres arbitraires, les prix sont en fait des concentrés d'informations hyper puissants. Ils fonctionnent un peu comme un gigantesque sondage en temps réel qui nous dit ce dont la société a le plus besoin ou le plus envie à un moment donné. Et voilà comment la boucle fonctionne. L'entrepreneur, il observe ses signaux de prix, il repère un besoin, un manque, ensuite il mobilise son capital, celui qu'il a épargné, pour essayer de proposer une solution. Et si sa solution est utile pour les autres, alors il y a création de valeur. Le profit, dans ce cas, c'est juste la mesure de cette réussite. Très bien, mais comment le système s'assure que ça marche? Comment il fait le tri entre les bonnes et les mauvaises idées? La réponse est simple, et elle tient en deux mots, le profit et la perte. Le profit, ici, n'est donc pas du tout vu comme quelque chose qu'on prend aux autres. C'est plutôt comme un applaudissement du public. C'est le signal clair qui dit que l'entrepreneur a bien fait son travail, il a pris des ressources et a réussi à les transformer en quelque chose qui a plus de valeur pour tout le monde. Ce tableau, il résume parfaitement ce mécanisme de correction automatique. Le profit, c'est le feu vert. Il attire les capitaux vers ce qui fonctionne. La perte, au contraire, c'est le grand panneau stop rouge. Elle dit « Attention, ce projet gaspille de la valeur, il faut vite allouer ses ressources ailleurs ». C'est un système qui apprend et qui s'adapte en permanence. Le résultat de toutes ces millions d'interactions, c'est ce que la source appelle un ordre spontané. C'est-à-dire que sans chef d'orchestre, sans grand planificateur, le capital est naturellement guidé là où il peut satisfaire les désirs du plus grand nombre. L'exemple des Beatles est intéressant, ils sont devenus milliardaires non pas en prenant de l'argent, mais en donnant du plaisir à des millions de fans. Cette idée d'un ordre qui émerge de lui-même est alors mise en opposition frontale avec ce que la source présente comme étant sa seule et unique alternative, l'interventionnisme, la planification. Et ça nous amène à une question très concrète, celle du fameux « too big to fail », le trop gros pour faire faillite, qu'on a beaucoup entendu pendant la crise de 2008. Qu'est-ce qui se passe au juste quand on décide qu'une entreprise ne doit pas tomber? De ce point de vue, un sauvetage est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il brouille le signal le plus important du marché, la perte. On ignore le panneau stop. Pire, on force toute la société à payer pour maintenir en vie une activité qui gaspille les ressources. On crée des entreprises zombies qui piègent du capital et des talents qui seraient bien plus utiles ailleurs. Au final, on a donc deux logiques qui s'opposent. D'un côté, le marché, qui utilise des milliards d'informations, les prix, les profits, les pertes, pour diriger les ressources de manière rationnelle. De l'autre, la planification, qui sans ces signaux ne peut être qu'arbitraire et mène selon la source à un appauvrissement général. Mais l'argument ne s'arrête pas à la simple efficacité. La source va plus loin et propose une dimension morale à cette vision du capitalisme. L'idée de base est la suivante. Sur un marché libre, une transaction n'a lieu que si les deux personnes pensent y gagner. C'est un jeu gagnant-gagnant. Le profit n'est donc pas le résultat de la force ou du vol, mais la récompense logique pour avoir créé de la valeur pour quelqu'un d'autre qui était d'accord pour cet échange. La conclusion de la source est donc double.
Le capitalisme, tel que défini ici, serait non seulement le système le plus pragmatique, le plus efficace pour répondre aux besoins, mais aussi le plus moral, parce qu'il repose sur la liberté de choix et la coopération volontaire, pas sur la contrainte. Et pour terminer, la pensée la plus provocatrice de la source, c'est l'idée que ce mécanisme est si performant et si juste qu'il pourrait même prendre en charge des services qu'on imagine aujourd'hui comme étant réservés à l'État. La question finale qui est posée est donc la suivante. Est-ce qu'il y a une limite à la puissance de l'échange volontaire pour organiser une société ?